Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, ultime émission de la saison 2017-2018. Alors avant de partir en vacances, quoi de mieux que de réfléchir sur le tourisme en Poitou-Charentes, comment faire évoluer les sites touristiques, comment mieux s'organiser pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux dans la région, avec quelles structures, quelles idées, quel argent. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre sur ce plateau. Pour cela, nous avons invité 3 personnages clés du monde du tourisme en Poitou-Charentes. Rodolphe Bouin, bonjour, vous êtes le nouveau directeur du Futuroscope depuis le 1er avril dernier. Stéphane Villain, bonjour, président de Charentes Tourisme, Charentes avec un S, puisque cette toute nouvelle structure rassemble les comités de tourisme de Charentes et de Charente-Maritime. Je rappelle, comme à chaque fois, que votre patronyme comporte, lui, 2 L et qu'il n'existe donc aucun lien familial entre vous et moi. Mon troisième invité est Laurent Lutz, président de l'UMI 86. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Vienne. Bonjour. Alors avant de voir en chiffres l'importance du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, un mot sur les conditions météo de ce début de saison touristique. Alors s'il fait très beau là en ce moment pour ce premier week-end de l'été, ça n'a pas été le cas au printemps. Le secteur du tourisme en a-t-il souffert, Rodolphe Bouin? J'ai l'impression que oui. Oui, sur le premier bloc des vacances de février, ça a été relativement compliqué, de la neige, des routes relativement impraticables. Donc on a eu un début de saison un peu compliqué, effectivement. Et puis après, temps maussade, temps gris, qui n'a pas forcément favorisé les choses. Mais là, tout va bien. Le beau temps revient, la fréquentation revient et on a rattrapé notre retard pour faire une bonne saison. Stéphane Villain, même chose pour vous, en Charente-Maritime et en Charente. C'est vrai que, comme vient de le dire Rodolphe, ça a été un peu compliqué dans cette avant-saison. Mais là, ça y est, on commence à avoir le soleil qui revient, les sourires. Puis il y a aussi la grève qui nous a quand même impacté. Donc voilà, bon, mais tout ça s'arrange. Ok. Et donc au niveau des réservations dans les hôtels ça rentre. Et j'ai l'impression, on pourrait dire aujourd'hui, c'est parti, ça y est, pour la saison, normalement. Si le temps veut bien rester au beau fixe, ça sera formidable. Pile poil pour l'été, c'est parfait. Alors, comme promis, je vous propose de voir ensemble les derniers chiffres du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve juste après. Son patrimoine, ses campagnes et ses étendues de sable, la Nouvelle-Aquitaine est riche de sa diversité. Elle a tout pour plaire et les chiffres le confirment. 28,1 millions de touristes ont visité la région en 2017, une hausse de 4% par rapport à l'an dernier. Parmi eux, 24,7 millions sont français. Pour leur séjour, les touristes ont généré au total 175 millions de nuitées, un chiffre lui aussi en hausse de 3%. De très bons résultats qui permettent à la Nouvelle-Aquitaine de se hisser en haut du podium. Elle devient la première destination touristique des Français avec 12,1% de part de marché. Suivent l'Occitanie, numéro 1 en 2017, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une première place à la hauteur de la superficie de la région, la plus étendue de France. Elle compte aussi le plus grand nombre de biens inscrits à l'UNESCO et quelques-uns des plus beaux villages de France. Parmi les emblématiques, Collonges-la-Rouge ou encore la célèbre grotte de Lascaux. De retour sur le plateau de Dimanche en politique spécial tourisme. Stéphane Villain, est-ce que les chiffres de la Nouvelle-Aquitaine, région la plus vaste de France, ont une signification particulière, sachant que les sites touristiques sont aussi nombreux que concurrents finalement entre eux? Non, au contraire, je trouve que notre région soit effectivement la première en France dans l'Hexagone, c'est plutôt une bonne chose. Mais vous savez, en fait, on a des pépites un peu partout. On a une façade atlantique qui est très très importante, mais on a aussi un patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, des balades équestres, pédestres. Enfin, on a tellement d'atouts dans ce département, dans cette région, que c'est hallucinant. Laurent Lutz, une hausse des nuitées de plus 4% par rapport à l'an dernier. Vous le ressentez, vous, dans la Vienne? Oui, on le ressent un petit peu. Voilà. Donc tout va bien pour le tourisme en ce moment, pour le tourisme en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est parti, normalement. Beaucoup d'hôtels, aujourd'hui, le confirment. Beaucoup de réservations. Petit bémol, c'est qu'il y a encore beaucoup de réservations qui se font 48 heures ou 72 heures avant. Donc c'est dur d'avoir un hôtel qui est plein, avec, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est une tendance qui s'accentue. C'est une tendance. Plus ça va aujourd'hui que les gens réservent beaucoup au dernier moment. Au niveau du Futuroscope, pareil, embelli, au niveau de la fréquentation. Excellente année. Vous avez la pression en plus, premier exercice en tant que... Exactement, ouais. Excellente année l'année dernière. L'objectif, c'est de le stabiliser, ce volume de fréquentation aux alentours de 2 millions de visites sur les 2-3 ans qui viennent. Et ensuite, on va essayer de construire une stratégie pour aller un petit peu plus haut et avoir une stratégie un peu plus ambitieuse. Mais oui, on est dans les clous par rapport à nos prévisions. Et alors, est-ce que le Futuroscope résonne en termes de grandes régions? Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens pour vous? Alors oui, on se voit. Moi, je participe au club des grands acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, donc les opérateurs privés du tourisme.
on se voit et on commence à faire des actions d'offres promotionnelles ensemble et puis des coups de communication avec le CRT également. Donc là, on a l'habitude de le faire avec le CDT, avec le département. CRT, Comité régional du tourisme. Exactement. Et on le fait dorénavant avec la région. L'objectif, c'est de trouver des synergies en fait avec chacune des collectivités pour essayer d'avoir plus de moyens de communication. Et pour les hôteliers, la marque Nouvelle-Aquitaine, c'est important ou pas du tout? Oui. En quoi c'est important? On travaille beaucoup d'ailleurs avec UMI Aquitaine aujourd'hui, où on s'est tous regroupés. Ça représente quand même un peu plus de 600 hôtels. Donc c'est quand même très important. Et si on fait justement une des premières régions, et c'est pour ça qu'on essaye d'être en commun, de travailler pour que les clients... Alors pardon, ça veut dire quoi être en commun? Restent plus longtemps chez nous. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi travailler en commun? Parce que vous concurrencez entre vous, la Dordogne, voilà, puis on va parler plutôt des pays... Nous avons tous les mêmes métiers. Nous avons tous le même métier et nous avons tous le même but, c'est que le client dépense beaucoup plus chez nous, parce que c'est ce qu'on a demandé, aussi bien au président de la République, c'est qu'on veut créer de l'emploi, mais on veut aussi dynamiser donc ce secteur. Et la France, aujourd'hui, a beaucoup d'atouts. Nous avons aussi au milieu rural, aujourd'hui, qui se développe énormément. Alors on parle de grandes régions. Stéphane Villain, vous avez fait le choix de regrouper les comités du tourisme de 2 départements, la Charente et la Charente-Maritime, dans une seule et unique structure. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il faut être lisible, il faut être visible. C'est vrai que dans cette... Vous n'étiez pas auparavant? Ah si, bien sûr. Quand on était dans le Poitou-Charentes, on était, vous savez, la mastodonte du tourisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est 6 millions d'habitants. La Nouvelle-Aquitaine, c'est grand comme l'Autriche. Donc c'est à cause de la Nouvelle-Aquitaine que vous avez décidé de faire cette Charente Tourisme. Ça nous permet effectivement, dans cette grande Aquitaine, d'être visible. C'est-à-dire qu'elle va de la rivière de la Bidassoa jusque dans la Creuse. Après, elle revient effectivement sur toute la façade atlantique. Elle est énorme. Donc il fallait, je dirais, trouver du poids. Alors, comment trouver du poids? Finalement, avec nos amis, je dirais, d'Angoulême, de Cognac. Le mot Cognac, ça résonne quand vous êtes à l'étranger. Et puis, avec cette Charente, qui en fait est notre lien entre les 2 départements, ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, écoutez, je pense que l'addition des 2 fait que ça réussit. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a la Charente comme lien, mais finalement vous êtes presque plus rapproché des Deux-Sèvres que de la Charente. Au départ, initialement, est-ce que vous ambitionnez de faire peut-être plus à 2, mais finalement à 3, voire à 4 avec la Vienne, et de refaire finalement un tourisme Poitou-Charentes? Le parc naturel du Marais Poitevin est un vrai lien entre la Charente-Maritime et effectivement les Deux-Sèvres. Bon, je pense qu'il va y avoir des réflexions à mener dans l'avenir. Moi, j'essaye au niveau national de faire en sorte que les offices de tourisme, que les départements et les régions travaillent ensemble. Donc déjà, je suis dans le mariage, parce que plus on est, je dirais, meilleur on est. Donc vous êtes favorable au fait de rajouter encore 1 ou 2 départements à votre structure? Si vous me posez cette question, oui, c'est envisageable. Et est-ce qu'on vous répond de la même façon du côté des Deux-Sèvres et de la Vienne? Aujourd'hui, j'ai rencontré en fait à la fois le président du département, Gilbert Favreau, et puis aussi Jérôme Baloge, de Niort, le maire de Niort. Donc oui, il y a des réflexions qui sont menées. On va se revoir là très bientôt, mais c'est des possibilités là qui commencent maintenant à voir le jour. Ça vous intéresserait, vous, en tant que patron du Futuroscope, d'être dans une même structure, d'appartenir à la même structure touristique que celle de Stéphane Villain, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne? Pourquoi pas, tout est envisageable. Après, il faut que chacun ait ses stratégies. Non, l'identité Poitou-Charentes, elle existe assez historiquement, mais c'est difficile que chacune des collectivités agisse. Donc il s'agit d'avoir une priorité d'action. Aujourd'hui, elle est plutôt avec le département pour nous, ce qui est logique, c'est le partenaire historique, et plutôt avec la Nouvelle-Aquitaine, mais pourquoi pas? Laurent Lutz. Voilà, mais on discute quand même au niveau de la TV et puis avec le département quand même pour que ça soit le Poitou. Le mot Poitou qui est avec donc, les Deux-Sèvres. Et toujours garder le mot du Futuroscope, le Poitou au pays du Futuroscope. C'est très important parce que c'est une grosse locomotive pour nous. Et on parlera de la marque Futuroscope un peu plus tard dans l'émission. Quand on parle des lieux touristiques en Poitou-Charentes, alors bien sûr on pense avant toute chose à la côte charentaise et au Futuroscope. J'ai fait un sondage dans la rédaction, à chaque fois c'est ça, ce sont les 2 premiers qui arrivent aussi. Mais une forme de tourisme semble se renforcer au fil des ans, celui à l'intérieur des terres où sont recherchés à la fois le calme et la nature. Illustration avec le succès grandissant du village flottant de Pressac dans la Vienne. Regardez. Dernière balade au fil de l'eau. Après 3 jours de détente, coupés du monde, certains profitent de la fin du séjour, canne à pêche à la main. C'est la première fois qu'on vient et on est de La Rochelle. Donc c'est pas très loin. C'est vraiment très sympa comme coin. Ça me plaît beaucoup. À quelques mètres de là, à l'abri des regards, la cabane choisie par Noémie et Vincent, originaires de Nantes. Ici, pas d'écran, pas de Wi-Fi non plus. Le dépaysement est total.
Ça ressemble pas du tout à chez nous. Et puis même si c'est pas loin, on a 3 heures de route, mais on est complètement coupé. Puis ça change de nos habitudes d'être chez nous, devant la télé, devant l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche. On arrive, on reprend nos petites habitudes avec nos téléphones, on envoie des photos, tout ça, puis après on les laisse de côté parce qu'en fait on n'a pas forcément besoin. Et à part pour mettre un petit peu de musique et être tranquillement entre nous, mais non, on se déconnecte assez facilement quand même. Depuis son ouverture il y a 4 ans, le site attire chaque année près de 8000 voyageurs. Un engouement certain pour ce coin de campagne entre étangs et bocages. Pour les couples, on est complet quasi jusqu'à mi-juillet sur tous les week-ends. J'entends la nuit de samedi à dimanche. Et on a des réservations jusqu'au mois d'octobre déjà. Forte de ce succès, la société vient d'acquérir un 2e étang de 2 hectares à l'entrée du village. Une extension de ces cabanes flottantes est prévue pour la fin de l'année. On parle tourisme sur le plateau de Dimanche en politique. Laurent Lutz, le goût pour la déconnexion, c'est la grande tendance? Oui, effectivement. Vous avez un établissement en plus qui est un peu dans ce genre-là. Un établissement qui est à 20 km de Poitiers, dans une petite commune de 800 habitants. Bon, c'est vrai que c'est grand, mais nous avons, il y a une grosse demande. De plus en plus importante. Si on part par là, du fait qu'on a un gros domaine, on fait beaucoup de mariages et on est quasiment complet même pour 2019. Est-ce que ça veut dire que des clients potentiels vous appellent pour vous dire est-ce que par hasard, il n'y a pas de réseau même? Est-ce qu'il y a une recherche de pas de réseau téléphonique, pas de 3G? Est-ce qu'on arrive jusque-là finalement? Oui, on arrive jusque-là parce que de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut, il n'y a quasiment pas de réseau. Et je confirme. On est quasiment en zone blanche, donc je veux dire, voilà. Un atout finalement. Ça peut devenir un atout. Je ne citerai pas de marque. Le contraire de déconnecter, c'est finalement le futuroscope. Rodolphe Bouin, quel est votre regard sur cette tendance? Alors, c'est pas parce qu'on a une exposition sur les objets connectés que nos visiteurs ne viennent pas chercher de la déconnexion. Je crois que les visiteurs viennent tous chercher la même chose dans chacun de nos sites, se ressourcer, rompre avec le quotidien, se retrouver en famille, alors qu'effectivement, les vies sont un peu plus stressantes et vont un petit peu plus vite. Donc, je pense qu'on vient chercher la même chose, mais différemment au futuroscope. Ouais. Quelles sont les autres tendances notables dans le secteur touristique, Stéphane Vina? Est-ce qu'il y en a qui se détachent? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que le tourisme à vélo, alors là, c'est vraiment, je dirais, aujourd'hui, le tourisme de demain même, hein, parce que combien de personnes utilisent les grandes véloroutes et voies vertes des départements, mais aussi profitent de la campagne, comme ça, le slow tourisme. Ça signifie que chez vous, ce n'est pas simplement La Rochelle, l'île de Ré ou l'île d'Oléron où on peut faire du vélo, où les gens viennent faire du vélo, mais c'est un peu partout dans le département et en Charente aussi. On a rééquilibré complètement, justement, grâce au vélo, grâce aussi au chemin pédestre, équestre. Nous, on a des grandes véloroutes qui vont de Ouistreham à La Rochelle. Alors, on est en fait vraiment en campagne pour une grande partie. On va aussi créer la Flo Vélo qui va aller de l'île d'Aix jusqu'à Exideuil. Donc là encore, à aller vers la campagne. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de quiétude, de tranquillité. Et les gens vont plus à la plage comme ils le faisaient antérieurement. Pendant 15 jours, on faisait droite-gauche là et on bronzait. Ouais. Et maintenant, je veux profiter un peu de ce qu'il y a derrière, de notre campagne. Est-ce que les parcs animaliers, très nombreux dans notre région, sont toujours aussi tendance? On a l'impression à entendre l'actualité parfois que des animaux pas en cage, ou parfois en cage, ou en tout cas dans un périmètre restreint, c'est plus tout à fait à la mode. Est-ce que on le ressent chez vous? Il y a alors bien sûr le zoo de la Palmyre. Le zoo de la Palmyre, c'est vrai qu'il faudrait quand même que le zoo de la Palmyre retrouve un peu d'énergie qui rebooste, si je puis dire, parce que quand on voit le zoo de Beauval à côté, c'est vrai qu'ils ont créé de l'espace, ils ont donné en fait aux animaux les moyens de... Ou la vallée des singes dans la Vienne. Voilà. Mais ce zoo de la Palmyre, il est magnifique. Quand vous le regardez, je dirais... C'est lui, en fait, la genèse de l'histoire des zoos a commencé pratiquement par la Palmyre. Donc maintenant, il faut qu'il retrouve un coup de booster. J'ai confiance dans le nouveau dirigeant, là, qui est un jeune, qui va donner, je dirais, cette volonté d'avancer. Allez, un mot sur l'activité aéroportuaire. La ligne La Rochelle-Orly vient de s'ouvrir, ainsi que la ligne La Rochelle-Leeds. Tout cela s'inscrit bien sûr dans la volonté de l'aéroport de diversifier et d'agrandir son offre commerciale. Je vous propose à ce propos d'écouter Thomas Juin, le directeur de l'aéroport de La Rochelle. L'objectif de l'aéroport, c'est d'étendre son réseau sur l'Europe. La France également, on souhaite ouvrir d'autres liaisons, être raccordé à un hub intercontinental aussi à l'avenir. Bref, de permettre au territoire de La Rochelle, la Charente-Maritime, d'être lié au monde. Alors, être lié au monde, c'est bien gentil, mais est-ce que l'aéroport de La Rochelle a les moyens de ses ambitions, Stéphane Vina?
Il se donne les moyens de ses ambitions. Thomas Juin est quelqu'un qui, effectivement, va chercher des destinations un peu nouvelles en permanence. Et c'est vrai que le fait déjà qu'on soit même relié avec Paris, hein, c'est plutôt une bonne chose quand on voit les problèmes qu'il y a avec la SNCF. Donc, et puis, oui, on va bien au-delà, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Bulgarie, etc. Donc aujourd'hui, et même en Suisse. Donc, oui, on se donne les moyens. Après, effectivement, c'est beaucoup d'argent. C'est les chambres de commerce et d'industrie qui sont impactées. C'est bien sûr la région. C'est bien sûr aussi les départements. Tout le monde se donne la main. 221 453 passagers en 2007, 315 410 passagers pour son principal concurrent à cet aéroport, c'est-à-dire celui de Bergerac. Est-ce que l'argent ne va pas finalement là où il y a déjà plus de monde? Comment ça se passe politiquement? On va en parler après des structures, bien sûr. Non, en fait, je crois que aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que Bordeaux et Nantes sont vraiment les aéroports massifs. C'est eux qui font le long courrier, etc. Nous, on est voilà, sur des moyens courriers, voire des low cost. Bon, il faut que ça se construise, mais Thomas Juin met vraiment les moyens. Donc un petit mot sur le financement de cet aéroport. La CCI de Charente-Maritime va céder la gestion à un syndicat mixte pour gérer les aéroports à la fois de La Rochelle et de Rochefort. Mais ça coince toujours entre la région et les collectivités territoriales concernées. Il vous faut, si je crois bien, acquérir du foncier avant de pouvoir avoir les subsides de la région, c'est ça? C'est ça. En fait, le deal, il est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse l'agrandir, cet aéroport, parce que c'est pas si simple que ça. Et là, vous en avez les moyens, vous? Mais écoutez, on en parle actuellement. C'est vrai que Dominique Bussereau est très attentif, en fait, à tout ce qui est en matière de transport, pour les raisons que vous connaissez. Et oui, il se dit aussi, vous savez, qu'il y a un aéroport à Rochefort, hein, qui, là, serait plus facile, en fait, voilà, pour accueillir des gros porteurs. Mais bon... les choses se construisent quand même avec La Rochelle aussi. Donc c'est vraiment actuellement le choix qu'il va falloir faire. Ça va se décider dans les mois qui viennent. Alors je pense aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment. S'ils disent attention, il faut qu'ils acquièrent le foncier, est-ce que ça ne va pas nous coûter un peu d'argent au niveau des impôts, justement? Vous savez, c'est comme toutes les grandes infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient aéroportuaires. Il faut, de toute façon, c'est de l'argent collectif hein, pour le bien-être de tous. Donc, effectivement, ça coûte toujours, mais c'est en fait pour qu'on puisse aller plus vite et plus loin, je dirais, à l'étranger. Pour ceux qui peuvent prendre l'avion, évidemment, l'activité de l'aéroport de La Rochelle provoque des retombées financières de l'ordre de 400 000 € dans la Vienne. Je ne sais pas si vous le saviez. Rodolphe Bouin, parce que vous aurez peut-être un aéroport au nom du Futuroscope. C'est en tout cas la volonté clairement affichée du président du département de la Vienne, Bruno Belin. Mais ce n'est pas du goût du tout du conseil municipal de Biard, qui estime qu'on ne peut pas rayer 100 ans de l'histoire de la commune. Qu'en pensez-vous ? D'abord, on est évidemment favorable au maintien de l'aéroport de Poitiers et son développement, qui est parfaitement compatible avec le développement de l'aéroport de La Rochelle, qui nous servira aussi, parce qu'il faut générer des flux entrants et puis ensuite générer des flux à l'intérieur de la zone. Oui, je comprends les habitants de Biard et le maire. Après, c'est une question d'attractivité et la marque Futuroscope, c'est pas parce que je suis à la tête de celle-ci, elle est évidemment très attractive, elle est une marque en soi, donc... je pense qu'il faut l'utiliser, évidemment, et l'adosser au nom de l'aéroport de Biard, oui. L'adosser ou remplacer Biard par Futuroscope? Il faut que le Futuroscope persiste et le Futuroscope soit dans cette marque-là et plutôt en avant. Ouais. Après, est-ce que Biard peut être à côté? C'est pas à moi de répondre, mais... Qu'en pense le patron des hôteliers de la Vienne, Laurent Lutz? La marque Futuroscope, elle est importante, j'imagine, évidemment, mais à quel point pour vous? Ça représente quand même, si on prend tous les hôtels déjà qui sont tout autour... C'est vraiment vital pour eux. Mais même tout ce qu'il y a autour, hein, jusque Châtellerault, un petit peu partout, on a quand même des retombées. Et bien sûr que cet aéroport, nous avons une clientèle internationale. Si on prend juillet-août, nous avons comme en clientèle jusqu'à 50 à 60% de clientèle étrangère. Et bien sûr, si l'aéroport pouvait se développer, ça serait autant pour nous, pour les hôtels. Parce que aujourd'hui, ce qu'on veut dans le tourisme, c'est ce que je l'ai dit, on veut le développer, on veut que les clients puissent dépenser plus d'argent chez nous, mais surtout qu'ils puissent s'y arrêter et y rester. Il y a suffisamment de parcs dans la Vienne pour combler ce manque aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le nombre de passagers qui prennent l'avion à Poitiers pour venir au Futuroscope, qui viennent chez vous grâce à l'aéroport de Poitiers? Aujourd'hui, c'est relativement faible, c'est l'ordre de 5 à 10 000. Stéphane Villain, le Futuroscope amène-t-il un mot à la mode, par ruissellement des touristes supplémentaires en Charente et en Charente-Maritime? Tout ça pour bien comprendre s'il y a une mécanique qui s'opère dans le secteur touristique du Poitou-Charentes. Bien sûr, le Futuroscope, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que nous, on vend dans nos offices de tourisme le Futuroscope. C'est en fait... Bien sûr que ça amène beaucoup de monde sur nos territoires. Et quand quelqu'un vient à La Rochelle ou à Royan, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Peut-être aller aux eaux de la Palmière, on en a parlé tout à l'heure. Il va aller voir le Fort Boyard.
Et fatalement, après... Un peu de plage quand même aussi. Oui, un peu de plage, et le Futuroscope, et le parc naturel du Marais-Poitevin. Vous avez des chiffres là-dessus, vous savez? Oui, en fait, vous savez, nous, on fait 63 millions de nuitées par an. On peut considérer qu'il y a 4 à 5 millions de personnes qui, à un moment donné, se promènent justement sur les différents sites. Donc il y a beaucoup de porosité entre les départements. Alors, Rodolphe Bouin, on m'a dit que vous souhaitiez agrandir le périmètre du Futuroscope. Est-ce que vous confirmez d'une part? Et si oui, où est-ce que vous en êtes dans ce dossier? Agrandir, non, c'est pas le terme. Là, je le disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est de stabiliser l'activité aux alentours de 2 millions de visites cette année, l'année prochaine. Et effectivement, oui, on réfléchit à d'autres leviers stratégiques pour l'avenir. On a recherché des visiteurs de plus loin et en les faisant séjourner plus longtemps, donc allonger la durée de séjour. Quand on réfléchit à ça, effectivement, on se dit que densifier l'attractivité, y compris en construisant des projets sur les parkings, puisqu'on a de la place, peut être un levier très intéressant. Le département le fait déjà avec 2 jolis projets qui nous amènent. L'Arena, donc une salle de 5800 places, puis le projet Zéro Gravity, qui est un très joli projet. Et effectivement, nous, on a ensuite d'autres projets qu'on est en train d'étudier tranquillement. On peut avoir un petit mot sur ces projets-là, juste d'effleurer un tout petit peu, par exemple? Une activité qui serait adossée au parc actuel, avec une durée de visite de 3 heures ou 4 heures, serait effectivement intéressante. On ne parle pas forcément de second parc, en tout cas pas de la même nature que le premier parc. Mais on y réfléchit, oui, parce qu'allonger la durée de séjour, il faut donner du contenu aux visiteurs. Activité de quel genre? Il y a plusieurs pistes. Je ne serais pas arrivé. Alors, quand on parle de tourisme en Poitou-Charentes, on ne peut bien sûr pas évoquer sans parler des festivals de musique. Et bien justement, on en parle juste après ça. On ne compte plus le nombre de festivals de musique dans les départements picto-charentais. Des rendez-vous d'été aussi foisonnants qu'éclectiques, car il y en a vraiment pour tous les goûts. La chanson française, bien sûr, avec le plus gros des festivals de la région, les Francopholies de La Rochelle, qui fête ses 33 printemps en 2018. Vous préférez du blues? Direction Blues Passion à Cognac, évidemment, pour sa 25e édition. Pour l'originalité, choisissez la 32e édition du festival de Bouche à Oreille à Parthenay, qui propose cette année une trentaine de concerts, bals, apéro-concerts, déambulations musicales et expositions. Vous cherchez un festival dans la Vienne? Pas de problème. Optez pour Au fil du son et sa programmation musicale pointue électropop. Et pour les amoureux d'opéra, ne manquez pas les 19e soirées lyriques de Sensé, où les airs de Tosca résonneront dans les arènes gallo-romaines. Des festivals pour les amoureux de toutes les musiques animeront donc une fois encore l'été dans la région, avec des retombées économiques qui en font les acteurs incontournables de l'industrie du tourisme. Alors effectivement, il y a des retombées économiques importantes. Stéphane Villain, vous, ce soir, non, c'était vendredi, le Free Festival commence à m'entendre. Oui, en fait. Et ça marche très fort. Mais oui, il y a eu beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'il y avait L'Homme Pâle, il y avait Petit Biscuit. Enfin, ce sont des stars qui viennent effectivement dans nos départements. Nous, on a mis en place les sites en scène. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est en fait, on met en lumière en fait un patrimoine à travers un événement culturel. Donc, ça peut être un spectacle, je ne sais pas, pyrotechnique, du théâtre, de l'humour. Et ça cartonne. C'est-à-dire que les gens viennent maintenant même dans le département parce qu'il y a les sites en scène. C'est-à-dire que c'est 70 propositions en fait, de spectacles. Un festival de musique au Futuroscope, c'est concevable ou pas du tout? On l'a fait, on a participé à des festivals qui étaient portés par le département. On y réfléchit aussi parce qu'il y avait émentialisé le Futuroscope sur des saisons comme l'été, par exemple. C'est une très très bonne idée. Parce qu'effectivement, ça fait venir beaucoup de monde hors région, enfin, qui viennent d'ailleurs de Poitou-Charentes et de Nouvelle-Aquitaine. Au niveau des hôtels, est-ce qu'il y a un dynamisme hôtelier par rapport justement aux programmations des festivals? Est-ce qu'il y a aussi une collaboration proche? Dès qu'il se passe quelque chose dans un département, automatiquement on en profite. C'est obligatoire. Mais est-ce que vous en profitez? Mais du coup, est-ce que vous êtes aussi parfois un peu à l'initiative? Est-ce qu'il y a, parfois on a l'impression que les hôteliers sont un peu frileux quand il s'agit de manifestations musicales, parce que ça fait du bruit. Est-ce qu'il y a pas de curiosité? Moi-même, nous en faisons, vu que nous avons une salle de spectacle, en plus des mariages. Bon, on a fait dernièrement à la Chamfort, on a fait Hugo Frey, on a fait des spectacles comme ça, puis aussi des petits groupes locaux. Bien sûr que tout ça, ça nous donne... Donc il y a des vraies retombées économiques des festivals musicaux dans cette région, dans la Vienne j'imagine aussi. Ça vous le confirmez, il n'y a aucun problème? Ah oui, parce que vous en avez quand même tout l'été. Il y en a à Chauvigny, il y en a quand même à Saint-Savin, il y en a partout. Et je pense que le département a fait beaucoup pour ça, étant donné que ça bouge dans tout le département. On va parler du retour de l'Hermione à Rochefort juste avant l'été. C'était quoi une condition pour que la frégate puisse naviguer en Méditerranée? Oui, vous partez, oui, mais si vous revenez juste pour l'été?
Non, c'est vrai que c'est bien qu'elle se promène. C'est aussi bien qu'elle soit là aussi à Rochefort pendant l'été. Vous savez, c'est une ambassadrice. Elle est tellement magnifique quand elle se promène ici ou là. Ça fait, on se dit, tiens, mais où est-ce qu'elle est en fait à quai? Elle est dans cette forme de radeau, vous connaissez, dans la corderie royale de Rochefort. Et les gens viennent la voir, la visiter. Donc, alors vous dites que c'est une ambassadrice. Est-ce que justement, lorsqu'elle va dans d'autres ports, en l'occurrence cet hiver dans les ports méditerranéens, est-ce qu'il y a de la publicité finalement, du lobbying pour Rochefort et pour le pays rochefortais et rochelais? Bien sûr, au contraire, c'est le moment ou jamais de communiquer à travers l'Hermione sur la corderie royale. Donc il y a des petits stands devant l'Hermione? Oui, en général, on fait en sorte que Charente Tourisme accompagne l'Hermione. On a bien sûr aussi avec la CARO, en fait, la communauté d'agglomération locale, des accords de communication, de promotion, d'animation de notre territoire, à travers l'Hermione, mais c'est important ça. Laurent Lutz, les hôteliers sont depuis quelques années en guerre, on le sait, contre la location de meublés à la journée, avec des plateformes bien sûr très connues comme Airbnb par exemple. Où en est aujourd'hui votre combat? Ça avance? Notre combat avance quand même, parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que tous ceux qui louent des meublés sont obligés de faire une déclaration. Et à partir donc de 120 nuitées, ils sont obligés de déclarer le chiffre d'affaires. Donc ça avance quand même beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup de communes, par exemple comme Poitiers, où nous leur avons proposé donc des logiciels comme Trackit, qui permettent pour ces municipalités d'aller chercher les gens qui ne se déclarent pas. On n'est pas contre tout ça, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit en toute légalité vis-à-vis des autres, que ça soit une concurrence non pas déloyale, mais comme nous. Une ville comme La Rochelle, par exemple, a reçu l'an dernier 234 000 € de taxes de séjour de la part d'Airbnb. C'est quand même pas mal, ça, non? C'est pas assez. C'est pas assez. Je rejoins tout à fait en fait ce que c'est rien par rapport à ce qu'il faut. Le président, c'est vrai qu'aujourd'hui, Trackit est un très bon moyen pour savoir effectivement ce qui se passe sur nos territoires. On va Vous savez, ce qui est incroyable, c'est qu'au comité interministériel du tourisme, où je siège régulièrement, Airbnb, Booking ont le même temps de parole que nous. Enfin, qu'à un moment donné, si jamais ils ont un temps de parole, il faut qu'ils se mettent en pleine égalité. Donc Airbnb doit faire ce qu'il faut. Et j'espère, et je suis tout à fait à vos côtés, à côté de l'UMI nationale, pour que ça se passe comme la ça. Nouveauté, c'est que l'article 51 de la loi Elan, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, instaure désormais les fameuses sanctions pour les loueurs et les plateformes. Alors, c'est 5 000 à 10 000 € par annonce à l'encontre des loueurs et 10 000 à 50 000 € pour les plateformes. Ça vous semble suffisant? L'histoire nous le dira, parce que pour l'instant, on n'en a pas vu encore. Alors, avant de terminer cette émission, juste un mot avec vous, Rodolphe Bouin, en 2 secondes s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une nouvelle attraction au Futuroscope l'an prochain? Et si oui, quelle sera-t-elle? On va pas vous dévoiler tous les projets. Ah, mais si, en moins un, s'il vous plaît. Il n'y aura pas une grosse attraction l'année prochaine, mais on va faire un gros câlin aux enfants. Ce sera l'année des enfants et on va refondre le monde des enfants qui existe depuis le début avec une nouvelle thématisation et avec des nouvelles attractions à l'intérieur. Oui. Parfait, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Rendez-vous, bien sûr, sur notre site internet. Tout de suite, le journal de la mi-journée présenté par l'ami Clément Massé. Quant à nous, on se retrouve, si tout va bien, début septembre. D'ici là, excellent été à toutes et à tous et très bonnes vacances à ceux qui en prennent.